Alors, nous pouvons maintenant commencer. Bonjour et bienvenue à ce webinaire organisé par le ministère de l'Environnement pour le lancement de l'Atlas hydroclimatique du Québec méridional, édition 2022. Il nous fait grand plaisir d'appuyer la diffusion de l'Atlas et de ses outils d'accompagnement aujourd'hui. Le déroulement de l'activité commencera par un mot d'introduction de Mme Adeline Bazoge du ministère de l'Environnement, suivi de la présentation de l'Atlas et de ses outils d'accompagnement par Charles Malenfant du MELCCFP et par Raphaël Desjardins d'Ouranos. Et j'agirai comme modératrice de cette séance. Il y aura donc une période de questions et de réponses à la fin des présentations. Et pour terminer, nous vous inviterons à remplir un bref sondage pour recueillir vos impressions sur la classe et ses outils. Pour le bon déroulement de l'activité, veuillez, s'il vous plaît, fermer vos micros. Vous savez par ailleurs que ce webinaire est enregistré et sera éventuellement disponible sur Internet. Donc, je cède maintenant la parole à Mme Bazoge, qui est directrice de l'hydrologie et de l'hydraulique au sein de la direction principale des prévisions hydriques et de la cartographie du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques et de la faune et des parcs de son petit nom, MELCCFP dorénavant. Alors, bon webinaire à tous et toutes les participants. À vous la parole, Mme Bazoge. Merci beaucoup, Cécile. Bonjour à tous. Tout d'abord, je suis très heureuse de constater qu'on a une grande audience en ligne aujourd'hui, ce qui souligne tout l'intérêt de cet événement qui vise à vous présenter les développements qui ont été réalisés par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques et de la faune et des parcs dans les dernières années, en lien avec l'Atlas hydroclimatique. Merci à tous ceux qui ont préparé cet événement, qui ont travaillé de près ou de loin pour bâtir le contenu et pouvoir vous proposer cette activité-là. C'était très important pour nous d'être en mesure de vous présenter le travail qui est réalisé, les outils qui sont développés, parce que l'objectif que poursuit le ministère, c'est évidemment de produire une information de qualité et de la diffuser aux différentes clientèles pour qu'elle puisse l'intégrer à toutes sortes d'analyses ou de besoins qui visent à mieux adapter nos pratiques aux conditions qu'on retrouve par rapport à nos rivières. Pourquoi d'abord le ministère travaille sur un atlas hydroclimatique? Évidemment, au Québec, on a un contexte bien particulier avec un nombre de rivières très important et puis pas la possibilité de monitorer chacune de ces rivières-là. Or, il est aussi important d'avoir une bonne connaissance de l'hydrologie de nos cours d'eau, l'hydrologie passée, puis évidemment, quand on pense à l'aménagement du territoire ou la mise en place de pratiques résilientes, d'être capable de se projeter dans un futur hydrologique. Dans le fond, c'est un peu ça l'objectif de l'Atlas hydroclimatique, de fournir de l'information sur un grand nombre de rivières, dans le fond, presque toutes les rivières du Québec méridional, et puis de donner accès à cette information-là, donc autant pour les volets historiques que pour les aspects projection en climat futur. Donc, tout ça, ça passe par beaucoup de recherches, de collaboration pour développer un outil comme celui qui va vous être présenté aujourd'hui. À notre connaissance, c'est une initiative qui est vraiment très particulière. Le Québec a une forte compétence et expertise dans ces domaines-là, autant pour l'ampleur du travail réalisé que la qualité de l'intégration des changements climatiques à toute la complexité de l'hydrologie. Je pense qu'on fait partie des provinces, ça c'est certain, mais peut-être à l'échelle mondiale des pays qui ont l'originalité d'avoir ces outils-là à leur disposition pour prendre des décisions. Donc, ça va être vraiment intéressant de vous présenter le tout. Un petit mot sur notre collaboration avec Ouranos. Évidemment, Ouranos est un joueur majeur dans le domaine des changements climatiques. Ça fait depuis 2008 que notre direction travaille en collaboration avec Ouranos pour différents aspects. Tout d'abord, évidemment, celui de la production des scénarios climatiques. Ouranos nous appuie beaucoup dans ces éléments-là. Mais notre travail aussi de proximité se fait sur différents projets de recherche et développement en lien avec l'hydroclimatologie, dans une perspective d'intégrer ces composantes-là à la cartographie des zones inondables, qui est un de nos mandats principaux à la direction de l'hydrologie et de l'hydraulique. Puis également, on a de nombreuses collaborations pour vulgariser l'information scientifique, transmettre cette information-là à différents types de clientèle. Donc, beaucoup de collaborations fructueuses avec Ouranos dans les dernières années sur ces aspects-là.
Je finis rapidement pour vous dire que les données de l'Atlas hydroclimatique, évidemment, conceptuellement, scientifiquement, c'est extrêmement intéressant d'avoir ces données-là en main. Vous aurez compris que pour nous, l'objectif, c'est d'avoir des données qui servent à prendre des décisions. Et c'est pour ça que ces données-là sont un des intrants principaux dans les travaux qu'on réalise actuellement de cartographie des zones inondables. On est en révision des approches de cartographie des zones inondables. On souhaite mieux intégrer la composante du climat futur pour s'assurer que notre aménagement est fait de manière la plus durable possible. Donc, des outils comme l'Atlas sont vraiment des éléments clés là, pour nous permettre de réaliser ce travail-là. L'Atlas n'est pas le seul outil nécessaire pour faire la cartographie, mais clairement, c'est un des intrants majeurs pour nous aider au niveau de l'hydrologie. Fait que, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Charles Malenfant, qui est un des maîtres d'œuvre principaux du projet. Charles, qui est ingénieur dans mon équipe. Vous avez très certainement beaucoup plus hâte de l'entendre que moi. Donc, Charles, bonne conférence. Merci beaucoup, Madame Bazoge. Donc, vous aurez compris qu'on vous reçoit aujourd'hui dans le créneau habituel là, des séminaires Uranos. L'intention ici, c'est d'augmenter l'appropriation par les usagers, les usagères là, de ces outils, de l'Atlas comme tel, mais également parce qu'on a contribué là, à deux des livrables d'accompagnement qui viennent avec cet Atlas-là. Donc, ça a été pour moi un grand plaisir là, de co-diriger le développement de ces outils d'accompagnement avec Charles Malenfant. J'aimerais remercier là, tous les gens de l'équipe projet, notamment Angélica Alberti-Dufort, Raphaël Desjardins, les participants, les participantes à certaines consultations. On a essayé de monter là, des exemples d'utilisation pour faciliter l'utilisation de l'Atlas. Donc, merci à tous les participants de ces consultations-là et un merci spécial aussi à Richard Turcotte là, au passage. Donc, aujourd'hui, Charles va commencer et ensuite, Raphaël vous présentera le fruit de cette collaboration. Donc, je vous les présente, puis ensuite, je vais leur céder directement la parole. Donc, Charles Malenfant est ingénieur spécialisé en hydroclimatologie et détient une maîtrise en génie des eaux. Il est engagé lors des inondations 2017 à la direction de l'expertise hydrique au ministère du Développement durable de l'environnement, la lutte au changement climatique. Ensuite, après avoir travaillé à la prévision hydrologique, M. Malenfant coordonne depuis quelques années la réalisation de l'Atlas hydroclimatique du Québec. Il est notamment impliqué dans le volet hydrologie du projet InfoCru. Du côté de Raphaël Desjardins, qui suivra, il est analyste au sein de l'équipe d'analyse socio-économique en adaptation au changement climatique chez Uranos. Il est géographe de formation et il a collaboré sur plusieurs projets en gestion des risques liés aux inondations, notamment dans le cadre du soutien d'Uranos à InfoCru. Et il s'intéresse également là, aux solutions basées sur la nature et services écosystémiques dans le déploiement de la programmation scientifique. Donc, messieurs, à vous la parole. Donc, Charles a déjà pris le contrôle du partage écran et à toi d'y aller. Oui, merci Ursule. Je vérifie, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Super, c'est parti. Alors, bonjour à tous. Merci pour la présentation d'Ursule et Adeline. Comme ça avait été dit, l'objectif de la rencontre est principalement de présenter la version 2022 de l'Atlas hydroclimatique qui a été discrètement mise en ligne au début de l'été, ainsi que les outils d'accompagnement. Adeline a mentionné rapidement pourquoi l'Atlas. Dans ma présentation, je vais plus faire un survol de qu'est-ce que l'Atlas, de sa méthodologie, ses limites, les principaux faits saillants qui en ressortent, puis je vais conclure avec un exemple d'utilisation plus concret. Petit avertissement, si jamais il y avait des participants du symposium Uranos il y a 2 semaines qui ont entendu ma présentation sur InfoCru, je vous garantis au moins 85 de contenu original pour ce matin, fait que restez avec nous. Je tiens aussi à souligner le travail de mes collègues et des très nombreux collaborateurs externes qui ont repris à la réalisation du classe. L'habitude de commencer mes présentations avec les points à retenir pendant que j'ai toute votre attention. Pour cette présentation-ci, c'est assez simple. En fait, le premier point important, c'est que le lien entre les réchauffements climatiques et les débits est indirect. Ça, c'est dû parce que la hausse des températures a des effets complexes puis non linéaires sur le cycle de l'eau, mais aussi sur le bilan des douches. Ainsi, les impacts des changements climatiques sur l'hydrologie dépendent de très nombreux facteurs. On parle par exemple des bassins versants, des variables d'intérêt, si on s'intéresse plus aux crues, aux étiages, à l'hydrocité, etc. Ça va dépendre des saisons aussi. Alors, tout ça, ça signifie qu'il est nécessaire d'avoir des outils de modélisation
comme l'Atlas hydroclimatique, pour aborder ces questions et leur complexité. C'est important de mentionner aussi que l'impact des changements climatiques sur les débits n'est pas toujours problématique. Ce n'est pas un enjeu ou un problème dans toutes les situations. Et à ce moment-là, des outils comme l'Atlas, c'est très utile pour cibler les efforts qui sont nécessaires. Enfin, le guide de l'Atlas, dont on va vous parler un peu plus tard, permet d'accompagner les professionnels dans ces questions et dans leur utilisation de l'Atlas, qui reste un outil relativement complexe. OK. Qu'est-ce que l'Atlas? Alors, à son plus simple, si vous allez sur notre site web, on définit l'Atlas comme un outil qui décrit le régime hydrique actuel, c'est important, et futur du Québec méridional, dans le but de soutenir la mise en œuvre de pratiques de gestion de l'eau résilientes au changement climatique. Alors, comme ça avait été souligné par Adeline, ça fait plus de 15 ans que le ministère de l'Environnement, en collaboration avec Oranos, mais avec de nombreux autres partenaires de la pratique et de la recherche, travaille pour mettre en œuvre des outils de pointe et fournir une évaluation détaillée des impacts des changements climatiques sur le régime hydrique. On a lancé il y a quelques semaines la 4e version de l'Atlas. Je vais pouvoir vous parler des mises à jour et des nouveautés plus vers la fin. Mais c'est important de mentionner d'entrée de jeu que cette approche séquentielle-là, les mises à jour progressives, ça nous permet de rester à jour avec l'évolution de la science du climat, les cycles des ensembles CIMIP, par exemple, puis aussi d'intégrer les commentaires des usagers puis les besoins dans la pratique. On peut aussi décrire l'Atlas comme en 3 morceaux. Le premier morceau, ça va être les données qui composent, l'énorme base de données qui est derrière ça. Alors, quand on parle de données, dont on parle, c'est de l'information géomatique. On parle de tables avec des séries temporelles de débit. On parle aussi de valeurs d'indicateurs hydrologiques et de valeurs de changement relatifs projetés en climat futur. Il y a un effort qui a été mis pour rendre un maximum de données facilement téléchargeables dans cette nouvelle version de l'Atlas. Puis, j'en profite tout de suite pour définir c'est quoi un indicateur hydrologique. Il y a des gens qui sont moins familiers avec ça. J'ai mis une définition un peu aride ici, mais ce qu'il y a à retenir, c'est que un indicateur, ça va être une évaluation qui nous permet de simplifier un peu, de donner un portrait d'une caractéristique du régime hydrique. Par exemple, si on s'intéresse aux crues, ça va être beaucoup plus facile en utilisant un indicateur comme le débit de récurrence, le débit maximal de récurrence 20 ans ou 100 ans, pour avoir un portrait des crues liées à un tronçon, que d'essayer de regarder la série temporelle au complet, puis d'estimer ou de pouvoir comparer ou de faire des analyses en génie civil, par exemple. Fait en bref, l'indicateur, c'est vraiment juste une évaluation qui nous permet de résumer une caractéristique du régime hydrique. On va parler aussi, j'ai donné un exemple pour les crues, il va en avoir des indicateurs pour les étiages, comme le Q2,7, qui est le débit moyen sur 7 jours minimal annuel de récurrence 2 ans, qui est très utilisé dans la réglementation. Et sinon, un plus simple à visualiser, c'est le débit moyen sur une période qui peut être aussi considéré comme un indicateur. J'ai parlé des données. Maintenant, il y a 3 outils dans Atlas qui permettent de visualiser ces données, mais aussi de les filtrer ou de les télécharger. Le premier outil, c'est un ajout dans cette version. Ça s'appelle Station hydrométrique. C'est simplement une interface graphique qui présente l'ensemble des stations hydrométriques du ministère, qu'elles soient ouvertes ou fermées. Il y a beaucoup de métadonnées associées à ça. On donne les liens vers les données historiques, puis le cas échéant vers les données en temps réel, puis les prévisions hydrologiques. On vous invite à l'utiliser. C'est assez intuitif, puis c'est très, très utile comme outil. Deuxième outil, grosse nouveauté dont on est très fiers dans l'équipe, c'est le portrait des débits journaliers. On pense que ça va être très utile pour les praticiens. Ça fournit des séries temporelles de débits journaliers pour la période de 1970 jusqu'à tout récemment en 2022, pour près de 10 000 tronçons de rivières jaugés et non jaugés. C'est-à-dire que vous pouvez avoir accès à des valeurs de débit historiques pour n'importe quelle date depuis 1970, par exemple le 13 janvier 1985, pour une rivière, qu'elle ait une station ou qu'elle soit sans station. Ou s'il y a une station de cette rivière-là, mais qui n'avait pas donné cette journée-là, ben, vous pouvez avoir accès à l'information. Il y a des mises à jour qui sont prévues 3 à 4 fois par année pour compléter l'outil puis ajouter les derniers. Troisième outil, indicateur. Ça rend disponible les indicateurs hydrologiques dont j'ai parlé précédemment, crues, étiage, hydrolicité, pour la période historique et aussi estimé pour le climat futur avec l'impact des changements climatiques. Encore une fois, pour près de 10 000 tronçons de rivières jaugés et non jaugés.
Les deux derniers outils vont être présentés plus en détail dans la méthodologie, ainsi que dans le tutoriel présenté par Raphaël dans la deuxième partie. Et finalement, on est conscient que les outils sont quand même complexes et qu'il y a énormément d'informations. Alors, on a accompagné ça de documents. Il y a principalement le guide de la classe hydroclimatique du Québec méridional 2022 qui est tout fraîchement diffusé depuis quelques heures seulement sur notre site web. Je vous invite à être téléchargé. Ça a été préparé en collaboration avec Ouranos, rédigé par Angelica et Raphaël. Il y a vraiment eu un gros travail derrière ça. L'objectif, en fait, le guide s'adresse à tous les acteurs préoccupés par les impacts des changements climatiques sur les usages de l'eau, puis qui désirent commencer à intégrer des actions d'adaptation dans le projet, que ce soit pour la conception ou pour les pratiques de gestion. Et alors, les grandes parties de ce guide-là, il va y avoir un survol de la méthodologie, une présentation des outils. Il y a plusieurs exemples d'utilisation qui ont été tirés de consultations. Et je remercie au passage les gens qui ont participé à ces consultations. On a aussi une grosse section sur les faits saillants, ainsi qu'un chapitre sur les limites de l'Atlas, puis une liste de ressources complémentaires si jamais vous n'auriez pas trouvé réponse à vos questions. Le deuxième outil, c'est un tutoriel qui va être diffusé prochainement. Il n'est pas encore disponible en ligne, mais Raphaël va vous en faire une courte présentation tantôt. C'est en quelque sorte un condensé du guide qui illustre de façon intuitive comment naviguer avec les outils. Et finalement, le rapport technique décrit plus la méthodologie en détail. Ça va s'adresser à un public plus expert ou un peu plus avisé. Ça donne des détails sur la méthodologie dont je vais simplement faire un survol aujourd'hui. On espère une mise en ligne au cours du printemps prochain, selon les congés de paternité dans l'équipe. OK, on rentre dans la partie que je considère plus le fun un peu. Comment on réalise la classe? Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de travail derrière ça. J'ai essayé de le séparer puis le découper en morceaux pour que ça reste digeste. Première partie, c'est ce qu'on appelle l'état de référence. C'est important avant de se projeter en climat futur d'avoir un bon portrait de c'est quoi l'hydrologie actuellement au Québec. Pour ce faire, on va utiliser des données aux stations hydrométriques, évidemment, mais également des simulations hydrologiques en utilisant comme forçage d'entrée des données de précipitation historique et des données de température historique. L'idée de combiner les observations aux stations hydrométriques et les simulations, c'est de fournir de l'information là où on n'a pas de station ici. Pour combiner ces deux sources de données-là, on va utiliser une méthode qui s'appelle l'interpolation optimale. Je reviens en détail dans pas très longtemps. Puis, on va pouvoir obtenir ainsi un portrait de l'hydrologie historique. On va le faire de deux façons. On fait ce portrait-là sur les séries de débit journalières et aussi sur les indicateurs hydrologiques. Alors, on a deux produits. Le deuxième outil dont je parlais précédemment, le portrait des débits, correspond aux séries temporelles de débit. Et le troisième outil, indicateur, va présenter les indicateurs historiques et futurs. Les données du portrait servent vraiment de base pour la réalisation du reste de la classe. Alors, comment est réalisée l'interpolation optimale? La première étape, je disais, c'est une sélection très soigneuse des stations hydrométriques. On veut des stations de qualité qui ne seront pas influencées, par exemple, par la gestion de barrages, qui sont bien jaugées, qui ont des courbes de tarage stables, etc. On va aussi avoir ce qu'on appelle le champ d'essai qui correspond aux simulations hydrologiques. Ici, j'ai fait un exemple juste sur la Gaspésie, mais dans les faits, on le fait pour tout le territoire du Québec méridional. Alors, on va simuler en utilisant, comme je disais précédemment, des données historiques de climat en intrant du modèle. Comme vous en doutez, les modèles ne sont pas parfaits. Alors, on a des erreurs. On va venir faire la soustraction entre les observations et les débuts modélisés là où on a des stations. Ça va nous donner cette différence Hobbes-modèle. Puis on va venir corriger, c'est-à-dire interpoler cette erreur-là sur les tronçons où on n'a pas de station. Alors, le concept derrière ça, je n'irai pas dans le détail, mais l'idée, en fait, c'est juste que plus on va être proche d'une station hydrométrique, plus on va donner de poids aux valeurs observées. Plus on va être loin des stations, mais plus on va donner de poids au modèle hydrologique.
ça nous donne l'erreur qui est interpolée. On va venir l'appliquer sur notre champ d'essai, les résultats de simulation pour corriger ça. Puis c'est ça qui va nous donner le résultat final, l'analyse qui correspond aux données du portrait. En fait. Il y a j'ai été très rapidement, mais il y a les détails de cette méthode-là qui sont disponibles dans un article scientifique. Je pourrais remettre le lien dans le chat aussi à la période de questions. Je vous invite à le lire. C'est très intéressant. Il y a une grosse section, entre autres, sur comment on a fait pour valider que cette méthode-là était robuste, qui était plus intéressante que les autres méthodes généralement utilisées dans la pratique, comme les transferts de bassin versant ou d'autres méthodes de recherche. Alors, maintenant qu'on a l'état de référence, qu'on a un bon portrait actuel, on peut commencer à s'intéresser au volet changement climatique, à ce qui s'en vient dans le futur. À son plus simple, la chaîne hydroclimatique qui nous permet de regarder les impacts des changements climatiques peut être schématisée ici. On a un modèle climatique qui va fournir des données de température et de précipitation à un modèle hydrologique qui, lui, va transformer ça en débit pour un bassin versant. Puis à l'aide de ces débits-là, on va faire une analyse fréquentielle qui est simplement un modèle statistique qui nous permet d'interpoler ou d'extrapoler des indicateurs comme le débit des récurrences en température. Dans la pratique, c'est plus compliqué que ça. On va y aller morceau par morceau. Je commence avec la partie modèle climatique qui n'est pas réalisée dans notre équipe. C'est pratiquement complètement du côté d'Uranos que cette partie-là est faite, mais c'est important d'en parler pour bien comprendre les impacts. Alors, cette chaîne-là, en fait, la partie modèle climatique est séparée en plusieurs blocs. Un des premiers blocs importants, ce sont les scénarios de concentration de gaz à effet de serre. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Il y a les RCP 4.5, RCP 8.5. Il existe d'autres RCP qui n'ont pas été considérés. Pas nécessairement parce qu'ils sont moins vraisemblables, mais surtout parce qu'il y avait très peu de simulations disponibles pour ces RCP. Il y a beaucoup de questions, puis surtout pour les gens dans la pratique de la vraisemblance des RCP. Quel RCP je devrais prendre, par exemple, pour mon analyse? Est-ce que je suis mieux d'aller avec le 4.5 ou le 8.5? Il y a un super webinaire fait par David Huard d'Uranos sur cette question-là qui est disponible sur YouTube. Je vous invite à aller voir, mais le message à la fin, ce serait peut-être simplement de considérer les deux pour votre analyse, puis si c'est possible de faire une analyse de sensibilité à l'aide des deux RCP. Si je fais une petite annonce pour la prochaine version de l'Atlas avec CMIP6, les prochains scénarios climatiques, on va intégrer des nouveaux scénarios de concentration de GS, les SSP. Ça va changer aussi, puis ça vient brasser un peu. Alors, deux scénarios de concentration de gaz à effet de serre, un plus modéré, le RCP 4.5, un plus pessimiste, le RCP 8.5. Avec ça, la deuxième étape de la chaîne, ça va être les modèles climatiques. Pour la classe climatologique, on ne s'est pas cassé la tête. On a pratiquement tout pris ce qui était disponible sur le Québec en termes de simulation. On a l'ensemble CMIP5 qui consiste en une centaine de simulations de modèles globaux. On a aussi l'ensemble Cordex sur l'Amérique du Nord, lors d'une trentaine de simulations par des modèles régionaux à plus fine échelle, à plus fine résolution spatiale. Et on a aussi l'ensemble Climex qui est un peu particulier. En fait, c'est un seul modèle régional pour lequel on a 50 membres, c'est-à-dire on a 50 réalisations à partir du même modèle. Ça permet d'évaluer la variabilité naturelle, puis plus l'incertitude liée à la variabilité naturelle. C'est très pratique, entre autres, pour l'évaluation des extrêmes. Comme vous pouvez le constater, c'est trois ensembles très hétérogènes qui nous donnent 180 simulations climatiques, mais qu'on ne peut pas juste mettre ensemble. Alors, il y a eu un projet vraiment intéressant du côté d'Uranos sur comment on fait pour pondérer ces scénarios-là, puis les utiliser ensemble. Ensuite, dernière étape, le post-traitement. Les données de température et de précipitation qui sortent des modèles climatiques ont des biais. Alors, on ne peut pas les utiliser directement en intrant des modèles hydrologiques. On va donc appliquer une correction de biais, si vous voulez, sur ces sorties-là, en portant une attention très particulière aux extrêmes de précipitation. Il y a toujours un gros enjeu à post-traiter pour les précipitations, puis à bien représenter les extrêmes.
OK. Premier bloc, modèle climatique réglé. Une fois qu'on a nos températures, nos données de température, précipitations post-traitées fournies par Oranos, qu'on a réussi à télécharger les téraoctets de données que ça représente, on peut maintenant commencer la modélisation hydrologique. L'objectif, c'est de partir de ces intrants-là pour avoir des séries. Pour ce faire, on va utiliser le modèle Hydrotel, qui est un modèle distribué semi-physique qu'on utilise pour notamment la prévision au sein de la direction de l'expertise hydrique, mais aussi pour un paquet de projets. Ça fait plusieurs années qu'on l'utilise, pour les atlas précédents aussi. Pour celui-ci, on a fait une mise à jour. On a beaucoup de données physiographiques qui servent en intrant de ce modèle-là. Par exemple, les types de sol, l'occupation du sol, la topographie, le réseau hydrographique, évidemment. On va faire une calibration globale, c'est-à-dire qu'on va, au lieu de juste ajuster les paramètres du modèle sur un bassin versant ou à une station particulière, on va l'ajuster pour qu'il soit très robuste sur l'ensemble du Québec méridional en utilisant environ 80 stations hydrométriques soigneusement sélectionnées. Ça permet d'assurer une cohérence spatiale, puis aussi de couvrir les tronçons des rivières qui sont non jouxes. Pour prendre en compte l'incertitude liée à la modélisation hydrologique, on n'avait pas la possibilité de faire du vrai multimodèle, d'avoir plusieurs modèles distribués. C'est très long à calibrer, ça demande beaucoup d'efforts. Alors, ce qu'on a fait comme compromis, c'est de venir calibrer puis de jouer pour obtenir 6 saveurs, si vous voulez, différentes de notre modèle hydrologique. Ça nous permet d'obtenir une diversité de réponses tout en ayant des performances comparables. Dernier point, qui est non le moindre, c'est de réaliser les simulations. Ça a l'air simple, mais on parle de calcul quand même massif. Ça a été réalisé sur les superordinateurs de Calcul Québec. C'est plusieurs mois de temps de calcul. Parce qu'on va, pour chacune des 6 plateformes hydrologiques, on va simuler les 180 scénarios pour 28 000 tronçons de rivière de 1950 jusqu'à 2100. Si vous êtes bon en maths, ça fait beaucoup de données et de calculs pour arriver à ça. Et tout ça va nous donner 1024 scénarios hydroclimatiques avec des séries temporelles de débit. Qu'est-ce qu'on fait avec ces séries temporelles-là? On ne peut pas juste diffuser 15 téraoctets de données sur le site web. Fait qu'on va faire un traitement avec l'analyse fréquentielle pour venir extraire les variables d'intérêt, les indicateurs hydroclimatiques qui peuvent être utiles pour le pratique. Oups, pardon. J'ai sauté. Ouais, c'est bon. Là, je préviens, ça se complexifie un petit peu. Restez avec moi, puis sinon je fais un résumé à la fin, inquiétez-vous pas. On a 28 000 tronçons qui sont simulés. Je ne vais pas faire la description de la méthodologie pour les 28 000. On va se focaliser sur un tronçon en Gaspésie en particulier, ça va être plus facile. Puis on ne va pas prendre les 1024 scénarios hydroclimatiques. On va se focaliser juste sur un scénario pour présenter la démarche. Alors, on a notre tronçon en Gaspésie. On a pris un scénario au hasard parmi les 180. Ce qu'on voit ici, c'est une série temporelle de débit de 1950 jusqu'à 2100. Puis, on va aller faire nos analyses sur cette série. Alors, première chose à faire, ça va être de le découper en 4 horizons de 30 ans. Pourquoi? Alors, une des premières raisons, c'est pour avoir l'hypothèse de stationnarité sur ces horizons temporels-là. Si on prend les 150 ans et qu'on cherche justement l'impact des changements climatiques sur ces séries temporelles-là, ben, ça nous empêche d'utiliser les modèles statistiques, ça nous prend l'hypothèse de stationnarité. En découpant en petits horizons, ben, ça nous permet d'un peu moins tirer les règles de la statistique puis d'avoir au moins une certaine stationnarité sur ces horizons-là. On va prendre 30 ans pour soit assez long pour l'analyse fréquentielle, pour le calcul des indicateurs statistiques. Puis surtout, la première raison pour laquelle on découpe en horizon, c'est pour calculer des deltas. En fait, on ne va pas utiliser directement les valeurs des simulations hydroclimatiques. On va utiliser les changements relatifs, puis je vais y revenir dans pas très longtemps, mais l'idée, c'est de prendre la différence entre les horizons simulés futurs et l'horizon simulé en climat historique. Puis en faisant cette différence-là, ben, ça va venir annuler les biais qu'il peut avoir dans les biais résiduels qui peuvent rester dans la modélisation hydroclimatique.
s'il y a un biais de plus 10 dans les simulations de l'horizon futur, puis qu'il y a un biais de plus 10 dans les simulations de l'horizon référence, si on fait la différence entre les deux, ben, on fait l'hypothèse que ça va annuler le biais. Juste mentionner aussi qu'il existe d'autres méthodes, généralement plus complexes, qui peuvent être considérées, par exemple des approches bayésiennes, mais pas celles qui ont été retenues pour la classe 2008. Alors, on découpe en 4 horizons. On choisit un indicateur. Pour mon exemple, on va prendre le débit de récurrence 100 ans, mais il y a 75 autres indicateurs qui sont aussi disponibles. Une fois qu'on a choisi notre indicateur, on va faire l'analyse fréquentielle sur chacun de nos horizons. On obtient des valeurs, des exemples à l'écran. Alors, pour chacun des horizons, on va calculer cet indicateur-là à l'aide de 6 modèles statistiques qui nous permettent d'extrapoler pour le débit de récurrence 100 ans. On a besoin d'extrapoler parce que il prend jamais ou juste une fois été observé sur la période considérée. Les 6 indicateurs calculés à l'aide des lois statistiques vont être ensuite pondérés à l'aide du critère d'information de la qualité pour obtenir une seule valeur par horizon. Cette valeur-là, comme je vous expliquais plus tôt, on va l'utiliser pour calculer un changement relatif. Et quand les 3 horizons futurs et l'horizon de référence, l'horizon historique, on va venir calculer la différence. Ça nous donne 3 valeurs de changement relatif pour le futur. Et ce sont ces changements-là qu'on va venir appliquer sur l'état de référence, le portrait dont je vous ai parlé dans la première partie. Alors, on va venir appliquer sur le portrait. Là, tout de suite, c'est important de mentionner que pour le portrait, on n'a pas juste une valeur, mais on a une distribution de valeurs liée à l'incertitude de l'analyse fréquentielle, puis aussi de l'interpolation. Alors, on a une gamme de valeurs pour l'état de référence sur lequel on va venir appliquer nos changements relatifs calculés, qu'on prend par exemple, 162 mètres cubes qui était calculé pour cet indicateur-là. Là, vous remarquez tout de suite que ce n'était pas la même valeur qu'on avait calculée dans le scénario, qui était de 152 tantôt. Puis, sur le 162 de notre état de référence, on va appliquer les changements relatifs. Ça, c'était pour l'exemple simplifié. Derrière ça, c'est pas juste un scénario qu'on a, comme je vous disais, on en a 1024. Alors, on ne va pas juste appliquer un changement relatif, mais ça va être une distribution de changements relatifs. C'est ça qui va nous permettre d'avoir une distribution de valeurs en climat futur. Ça nous permet d'avoir une certaine approximation de l'incertitude liée à cette estimation des indicateurs, autant en climat de référence qu'en climat futur. Alors, tout ça va être répété pour les 10 000 tronçons et pour les 76 indicateurs. Si vous avez le vertige, c'est normal. Puis, chacune de ces étapes-là mentionnées précédemment va contribuer à ce qu'on appelle la cascade d'incertitude. Alors, il n'y a aucun de ces modèles-là qui est parfait. Ils ont toutes des simplifications, on ne connaît pas les états, les variables d'état parfaitement à l'état initial. Alors, il y a de l'incertitude qui est liée à ça. Puis, toute cette incertitude-là va venir, cascader, va s'accumuler, puis on va la combiner dans l'estimation qu'on fait. C'est pour ça qu'on va utiliser plusieurs modèles, plusieurs RCP, plusieurs modèles statistiques aussi, pour essayer de définir du mieux possible l'incertitude qui est associée à ça. Il y a un point très important de ma présentation à retenir, c'est que l'incertitude, c'est une information. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'incertitude avec un indicateur dans la vie qu'il n'y a pas d'incertitude. Même si vous êtes en climat observé, si vous faites une analyse ou si vous regardez même des débits observés, il y a de l'incertitude associée à ça. C'est juste qu'on essaie d'être le plus, autant que possible, transparent sur cette estimation-là, puis on met vraiment beaucoup d'efforts là-dessus. Fait en résumé, principale source d'incertitude, on va parler pour les scénarios climatiques, il y a le choix du RCP, qui est en fait une dispersion, c'est pas l'ensemble des scénarios possibles futurs, c'est vraiment des choix faits par la communauté internationale pour avoir des scénarios. Je pensais à Alain Maillot qui parlait de scénarios à la Hollywood un peu, c'est pas nécessairement le scénario le plus vraisemblable. Alors, choix du RCP, choix des modèles climatiques globaux, choix des modèles régionaux, le post-traitement des simulations climatiques, le choix de la pondération des scénarios, tout ça contribue à l'incertitude. Du côté de la modélisation hydrologique, il y a les choix des modèles, la méthode de calibration, les données physiographiques, hydrologiques, météorologiques, etc. Il y a aussi l'analyse fréquentielle qui amène son lot d'incertitudes avec le choix et l'ajustement des modèles statistiques
les tendances, les durées des séries. Et finalement, la régionalisation des données par l'interpolation optimale amène aussi un peu d'incertitude. En résumé, pour la méthodologie, ce qu'on fait, j'ai essayé. Alors, il y a deux volets. Il y a le volet portrait qui nous permet d'avoir l'état de référence. On prend des données météo, on les met en intrant de nos modèles hydrologiques, ça nous donne des simulations de débit. Sur ces simulations-là, on va calculer des indicateurs historiques. On va venir interpoler à l'aide des indicateurs calculés aux stations. Ça nous donne l'état de référence, le portrait des indicateurs sur la période de référence. En parallèle de ça, on a les scénarios climatiques qui vont servir d'intrant pour les simulations hydroclimatiques. Sur les résultats de ces séries-là, on va calculer les indicateurs que j'ai présentés précédemment. On va faire le calcul des différences pour avoir les changements relatifs qu'on va venir appliquer sur les indicateurs historiques. Puis ça va nous donner la base de données qui sert à l'Atlas. OK. On considère que l'Atlas, c'est un outil vraiment formidable pour l'hydrologie des rivières au Québec, autant actuelle que future, mais il est absolument essentiel de bien comprendre ses limites avant de l'utiliser. Une des premières limites, c'est que l'Atlas fournit de l'information sur les débits seulement. Si ce sont les niveaux d'eau qui vous intéressent, par exemple, pour faire de la cartographie de zones inondables, l'Atlas ne fournit pas d'informations directement pour ça. Vous allez avoir besoin d'un modèle hydraulique, par exemple. L'usage des données pour les petits bassins versants, on parle de moins de 100 km² et généralement pas recommandé. Il y a peu de stations hydrométriques pour les tout petits bassins versants. Ils sont généralement beaucoup plus difficiles à modéliser, plus sensibles aux erreurs d'interpolation des données climatiques aussi. Puis des toutes petites différences dans les valeurs peuvent faire des gros écarts relatifs. Fait que, on a décidé de diffuser aucune information pour les bassins versants de moins de 50 km². Puis on recommande d'être prudent pour les tronçons entre 50 et 250 km², d'être prudent pour l'utilisation de données. La méthode à Atlas, vous l'aurez peut-être remarqué, ça ne considère pas les modifications anthropiques des débits. S'il y a des barrages, s'il y a des prélèvements en eau, s'il y a des rejets d'émissaires aussi, ce n'est pas pris en compte dans Atlas. On a fait le choix de diffuser, de retirer tous les tronçons qui étaient influencés ou potentiellement influencés par des barrages ou des ouvrages comme ça. C'est pour ça que je disais qu'on a modélisé 28 000 tronçons, mais qu'au final, on diffuse l'information seulement pour 10 000. Autre point important, on diffuse l'information seulement pour les débits en eau libre. Il n'y a pas d'information dans la classe sur les embats de glace ou sur tous les phénomènes autour de ça. Alors, il n'y a pas non plus d'informations sur les zones inondables, je l'ai dit, mais tout ce qui touche à la submersion côtière, les pluies éclairs, l'hydrologie urbaine, etc. Aussi un mot pour dire que actuellement, les données du portrait sont un peu plus faibles, la qualité est un peu moins bonne sur la Côte-Nord. C'est dû à des enjeux du côté de la modélisation, plus des grilles, les grilles climatiques qui servent d'intrant pour le modèle. On est en train de travailler là-dessus, puis on espère pouvoir corriger ça dans la prochaine version. Il faut comprendre qu'il y a peu d'observations, même pour les débits sur la Côte-Nord, fait que c'est plus difficile pour les méthodes d'interpolation. Puis ça me permet de mentionner au passage que les données diffusées sur le site web, comme pour le portrait, peuvent être révisées, même les données historiques, étant donné qu'il y a des validations qui sont faites parfois plusieurs mois a posteriori sur les observations de débit et climatiques. Ça peut entraîner des changements sur les données diffusées. Fait que, pour un projet, n'hésitez pas à retourner télécharger. Ça fait plusieurs mois que vous n'avez pas téléchargé les données, à retourner sur le site web pour les télécharger. J'accélère un peu. Amélioration et nouveautés, je les ai pas mal mentionnés au cours de la présentation. On parle j'en mentionne juste quelques-uns ici pour ce qui est de la méthode. On a augmenté le nombre de tronçons. On est passé d'environ 1500 tronçons diffusés dans la classe 2018 à plus de 9 000, à environ 10 000 tronçons pour cette classe-ci. On a ajouté beaucoup d'indicateurs, une cinquantaine pratiquement d'indicateurs, surtout annuels, ce qui n'était pas disponible avant. On vous invite quand même, quand vous considérez un indicateur annuel, à regarder les indicateurs saisonniers parce que des fois, l'indicateur annuel masque des tendances opposées entre les saisons.
beaucoup de modèles climatiques, j'en ai parlé, 6 plateformes hydrologiques aussi. On est très fiers de l'ajout des outils de station hydrométrique puis portrait. Allez les consulter, ils sont vraiment très pratiques. Puis, on a mis beaucoup d'efforts sur la refonte du site web, sur l'ajout du guide en collaboration avec Oranos pour faciliter l'utilisation de l'outil, puis aussi sur faciliter le téléchargement des données depuis Données Québec. Et sur ce, si je ne me trompe pas, je laisserai la parole à Raphaël pour cette partie. Merci beaucoup, Charles, pour cette explication exhaustive. On va changer, nécessaire, bien sûr, là, pour une prise de décision qui intègre là, les conditions hydrologiques futures afin de s'adapter au changement climatique. Je passerai maintenant la parole à Raphaël qui utilisera le tutoriel que nous avons concocté pour les utilisateurs, les utilisatrices. Donc, on change de public cible avec cette deuxième portion. Ça va permettre d'illustrer, d'ajouter un peu d'interactivité au résultat de la démarche d'utilisation de l'Atlas. Donc, Raphaël, à toi la parole. On va juste procéder à un changement de partage d'écran. Charles, peux-tu me confirmer qu'on voit le bon écran? Oui, c'est bon. Oui, merci Charles. Bonjour tout le monde. Donc oui, pour accompagner un peu la publication du guide d'interprétation, puis pour accompagner aussi la mise à jour de l'Atlas, on a conçu un petit tutoriel interactif pour ajouter du contenu un peu plus didactique là, pour accompagner les usagers, là, les utilisateurs de l'Atlas, pour familiariser aussi avec l'interface web directement sur le site de l'Atlas hydroclimatique, pour un peu faciliter la compréhension des outils, la sélection aussi des outils. Charles les a présentés, mais on va essayer de contextualiser aussi un peu ça, là, comment on fait pour arriver à télécharger les données finalement qu'on souhaite avoir. Le tutoriel va être disponible là, sur le site de l'Atlas hydroclimatique. Donc, si vous voulez, l'idée aussi, c'est d'un peu inciter les gens à l'utiliser et à utiliser l'Atlas. Donc, c'est vraiment pour condenser ce qui a été dit, qu'est-ce qui est présenté dans le guide, qu'est-ce qui est présenté sur le site, dans une manière un peu plus didactique. Fait que je vais prendre juste une dizaine de minutes là, pour faire le tour du propriétaire avec vous. C'est un parcours qui est interactif, qui est proposé. Donc, on avance dans le tutoriel un peu comme on avance là, sur un site web, avec des encadrés, des bulles, des flèches. Fait que je vais faire un peu le parcours avec vous. Donc, en cliquant sur débuter, ici, on arrive au... c'est pas si pire le rendu. Je disais, en format Zoom, peut-être que des fois, le rendu n'est pas super, mais ça m'a l'air pas mal. Donc, dans le tutoriel, on a un menu qui permet de naviguer à travers les différentes sections là, du tutoriel. Fait qu'on a une présentation de l'Atlas hydroclimatique, les faits saillants des changements hydrologiques qui sont attendus, que Charles va pouvoir vous présenter, comment naviguer dans l'Atlas, des ressources complémentaires, puis évidemment une section commentaires pour avoir un peu de rétroaction. C'est possible d'aller dans chacune des sections, puis de revenir au menu ou de naviguer à travers les sections, là, un peu comme sur un site web. Donc, on peut commencer. La première section, c'est une présentation globale de ce que c'est que l'Atlas hydroclimatique. Charles, là, on a la chance d'avoir eu Charles qui nous a présenté qu'est-ce que c'est, mais si jamais il y a des usagers qui veulent avoir une idée plus sommaire, là, plus globale de qu'est-ce que c'est, on a une première page qui en parle avec deux petits encadrés, donc un qui informe sur qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis la dernière parution de l'Atlas en 2018. C'est très étape par étape, c'est très forward going. On peut cliquer sur retour pour retourner après ça. Quels sont les changements, les effets des changements climatiques attendus?
présentation très globale. Et ensuite, pour changer de section, on peut juste cliquer sur la petite flèche bleue à droite ici, qui nous amène à la prochaine section. La deuxième section, ce sont les faits saillants que je vais repasser la parole à Charles, qui va pouvoir nous présenter, nous faire une synthèse de qu'est-ce qu'il y en est pour les faits saillants. Oui, alors on les a séparés sur les trois grandes familles pour le régime hydrique. Alors, les premiers faits saillants concernent les crues. On a 4 principaux faits saillants. Le premier concerne l'évolution des crues printanières. Alors, ça va changer. Ce qu'on projette, c'est une évolution plus forte pour les tronçons au nord du Québec, puis plus faible pour ce qui est au sud du Québec, pour le volume des crues printanières. Ça, c'est dû principalement au changement pour la neige, au changement des précipitations pour la neige, puis l'accumulation des stocks de neige au sol. Le deuxième fait saillant concerne les pointes des crues printanières. Alors, c'est plus le pic de la pointe, le pic de la crue printanière. Est-ce qu'il va être plus fort ou moins fort? Le signal est moins évident, ça va dépendre beaucoup de la région considérée, de l'indicateur aussi, de quel horizon temporel du RCP. Fait que je vous invite à aller regarder pour plus de détails pour cet indicateur. Point de crue estivale et automnale, le signal est plus clair, ça va être plus élevé sur une large portion du Québec méridional. C'est principalement dû aux précipitations plus intenses qui risquent de s'aggraver en climat futur, surtout quand on parle des orages d'été, par exemple. Quatrième indicateur, celui dans lequel on a le plus confiance, si vous suivez la classe depuis longtemps, déjà dans les versions de 2013, on le mentionnait avec une assez bonne confiance, c'est le devancement de la crue printanière. On parle d'un avancement de 2 à 3 à même 4 semaines pour les régions plus au sud du Québec. Juste donner une idée, la crue qui arrive à la mi-mai pourrait potentiellement arriver à la mi-avril pour un même bassin versant dans quelques décennies. C'est quand même majeur comme changement. Étiage, on parle beaucoup d'inondations, mais l'impact des changements climatiques va être très important sur les étiages. On s'attend à des étiages plus sévères puis plus longs en été et en automne. Le signal est assez fort par rapport à ce fait saillant-là. Quand même un enjeu pour beaucoup de bassins versants, c'est des changements importants en termes relatifs. En contrepartie, si les étiages estivaux sont plus sévères, ceux hivernaux vont être moins sévères. On s'attend à plus de fonds pendant l'hiver, des redoux. Bref, une plus grande hydraulicité, fait que ça va entraîner des étiages hivernaux moins sévères. Et finalement, hydraulicité, en fait, qui concerne un terme un peu sophistiqué pour parler des débits moyens. Quand on regarde les débits moyens annuels, on voit peu ou une toute petite tendance à la hausse, mais ça masque deux tendances très fortes qui sont opposées entre une augmentation des débits moyens pendant la période d'hiver puis une diminution assez importante des débits moyens pendant la période estivale. C'est un bon exemple de ce que je mentionnais tantôt, de vraiment prendre le temps de regarder les indicateurs par saison, puis pas seulement annuels, parce qu'il y a plus d'informations derrière, puis des fois, il y a des nuances importantes derrière. C'était tout pour ma partie. Je te recède la parole. Raphaël. Merci. Merci. Voilà, donc pour les faits saillants. La troisième section, c'est là, on voit que la barre cache un peu. Ouais. Bon, mettons. La troisième section informe un peu sur comment est-ce qu'on navigue dans l'Atlas hydroclimatique, donc directement sur le site web. C'est aussi une étape qui permet de comprendre quelles questions il faut se poser et à quelles questions il faut répondre pour sélectionner le bon outil. Donc, comment sélectionner le bon outil? Entre évidemment là, les stations hygrométriques, le portrait ou les indicateurs. C'est ça, là. Donc, les questions qui sont affichées ici peuvent éclairer sur la sélection du bon outil là, en fonction du besoin de l'usager. Donc, par exemple, si on cherche l'information pour une station de débit ou de niveau, on peut directement consulter l'outil station hydrométrique. Si on cherche des valeurs de débit historique pour un tronçon de rivière sans station,
donc qui a été reconstitué à l'aide de la méthode d'interpolation que Charles nous a présentée. On peut consulter l'outil portrait ou, par exemple, si on cherche l'impact des changements climatiques pour un indicateur hydrologique donné, de crue, d'étiage ou autre, là, on peut aller sélectionner l'outil indicateur. Là, je ne ferai pas les 3 outils, je vais juste présenter un seul des outils dans un chemin un peu en format infobulle. Là. Je vais vous montrer un peu c'est quoi. On peut cliquer sur l'outil de notre choix. Là, il y a l'interface de l'Atlas qui ça nous transporte en fait dans l'interface de l'Atlas. Puis là, il y a un chemin d'infobulle qu'on clique sur les flèches pour expliquer les différentes sections, les différentes parties de l'interface. C'est pour faciliter la compréhension. Puis là, évidemment, vu qu'il y a l'idée aussi, c'est d'inviter les gens qui sont non initiés à bien comprendre qu'est-ce qui est véhiculé dans l'outil. Donc, on a rajouté des bulles d'infos qui nous permettent d'avoir un peu plus d'informations sur le vocabulaire, des fois qui est un peu pointilleux ou un peu plus précis. Là. Donc, je vais juste passer au travers de la présentation de l'outil indicateur. Il y a 3 sélections de paramètres. Puis pour le tutoriel, les paramètres ont déjà été prédéfinis. À gauche, on a la sélection d'indicateurs hydrologiques qui nous intéressent. En haut à droite, j'essaie de faire de la place. Il y a la sélection d'un horizon temporel futur d'intérêt. En bas, à droite, il y a la 3e étape qui est la sélection d'un descripteur statistique et d'un scénario d'émission de gaz à effet de serre. Descripteur statistique, c'est pas nécessairement clair pour tout le monde. Fait il y a une petite bulle qui donne plus d'informations sur ce que c'est et pour les scénarios d'émission de gaz à effet de serre également. C'est pas mal le plus chargé en termes d'informations qu'il va y avoir là, dans le tutoriel, là, mais on pense que c'est digérable. Et finalement, il y a cette section qui résume un peu nos paramètres. Dans ce cas-ci, c'est la sélection de l'indicateur du débit moyen sur 14 jours maximum pour de récurrence 20 ans pour la période printanière. Et on a un gradient qui décrit les intervalles d'ampleur de l'indicateur pour le scénario RCP 8.5. Je vais accélérer. Par exemple, en cliquant sur un des tronçons de rivière sur l'interface cartographique, ici sur le tronçon de la rivière Masquinongé, il y a une petite fenêtre contextuelle qui affiche ici les informations de base sur le tronçon de rivière. Et plus bas, les liens pour accéder aux données téléchargeables d'ampleur, de direction, de dispersion, ainsi qu'un lien pour accéder au shapefile qui est associé au tronçon de rivière. On s'est arrêté là. On ne va pas plus loin là, dans les pages d'accès aux données là, pour les besoins du tutoriel. On s'arrête ici. Mais c'est possible de sortir du tutoriel aussi avec ce dernier encadré-là. Si on clique dessus, on sort du tutoriel, puis ça nous amène sur le site web de la classe, puis à partir duquel on peut là, aller télécharger les données. Il y a aussi un petit graphique là, à la fin de la fenêtre contextuelle qui résume l'impact des changements climatiques sur le débit moyen au tronçon qu'on a sélectionné. Un petit clic pour retourner à la sélection d'outils. Donc, c'est un peu le même chemin d'infobulle pour les autres outils également. Dernière section, c'est sur les ressources complémentaires, donc qui visent à informer davantage les lecteurs qui sont intéressés à approfondir leurs connaissances sur les sujets qui sont abordés dans le tutoriel ou pour accéder à des jeux de données aussi qui peuvent être complémentaires là, ou pertinents. climatique.ca, sur l'hydrologie, les changements climatiques et l'impact des changements climatiques et l'adaptation. Voilà. Et je terminerai peut-être la présentation du tutoriel avec la dernière section qui est
celle des commentaires, et puis qui vise à avoir un peu de rétroaction de la part des usagers, que ce soit pour le tutoriel ou pour la classe, émettre des commentaires sur des améliorations, recommandations, ou si vous avez des questions, je vous invite à écrire à l'adresse ci-bas. Puis, voilà. Pour ressortir, on a juste à peser sur Escape. Merci beaucoup, Raphaël. Donc, j'en profite pour mettre dans le clavardage là, justement un outil de rétroaction qu'on a concocté face aux besoins de rétroaction. Je vais juste copier-coller le lien. Bon, c'est jamais aussi simple qu'on le souhaite. Hein? Et je le mets dans le clavardage avant de poursuivre. CTRL-C. Et dans la réunion Zoom ici. Merci, parfait. Merci, Charles. Donc, voilà ce dont je voulais vous parler. Je vous invite à prendre quelques instants là, un peu plus tard, lorsque vous aurez exploré l'outil, la classe et ces outils d'accompagnement, à nous donner de la rétroaction sur ce bref sondage. Ça devrait prendre 2 minutes à remplir. Mais pour nous, c'est apprécié pour pouvoir poursuivre la mise à jour et envisager les améliorations pour la prochaine mise à jour de la classe et ses outils. Donc, pour continuer, je vais repasser la parole à Charles. Peut-être juste préciser une chose sur le tutoriel. Ça a été fait en passant là, dans PowerPoint et on n'a pas besoin d'installer une application. L'usager a simplement à double-cliquer. Ça se télécharge et ça se met en plein écran là, sur votre ordinateur. Donc, on voulait quelque chose le plus convivial possible. Donc, c'est un premier format qu'on développe et on est ouvert à entendre vos rétroactions là-dessus. Voilà, c'est un prototype, comme je viens de le dire. Et donc, je retourne la parole à Charles pour les exemples d'utilisation et la conclusion. Yes, merci Raphaël et Ursule. Pour les exemples d'utilisation, en fait, il y a 4 exemples dans le guide. Je profite pour remercier à nouveau les participants aux consultations qui ont permis de les élaborer. Ici, dans ma présentation, je vais me focaliser sur le 4e exemple qui concerne les étiages et les eaux de surface. Je trouve qu'on ne parle pas assez des étiages en général. Alors, exemple fictif, un producteur veut s'équiper de système d'irrigation connecté à un cours d'eau pour sa production. Puis, pour ce faire, parmi les obligations, le producteur va devoir obtenir une autorisation du ministère de l'Environnement. Ça, c'est pas fictif, c'est un devoir qu'il va avoir. Puis, cette demande d'autorisation-là va faire l'objet d'une analyse. En effet, selon le règlement, le cumul de l'ensemble des prélèvements d'eau de surface autorisés par le ministère doit être inférieur à 15 du débit d'étiage estival du cours d'eau à l'endroit où le prélèvement d'eau est effectué. Alors, si on va dans l'outil, tout de suite, ce qui va nous intéresser, ça va être, on va aller dans l'outil indicateur, on n'ira pas dans portrait ou dans station, parce que ce qui nous intéresse, c'est le débit de récurrence, le débit moyen sur 7 jours minimal sur la période été-automne de récurrence 2 ans. C'est l'indicateur qui va être lié à la réglementation. On l'appelle plus familièrement le Q2.7. Alors, comme Raphaël l'a montré rapidement tantôt, on peut aller sélectionner l'indicateur d'intérêt dans la liste des 76 indicateurs à la gauche complètement de l'écran. Après ça, on va se poser la question de l'horizon temporel. Dans ce cas-ci, l'autorisation de prélèvement en eau est généralement délivrée pour une période de 10 ans pour les activités agricoles. Donc, on peut se focaliser sur l'horizon proche, soit 2011-2040. On suggère de regarder s'il y a consensus parmi les scénarios à l'aide de l'option direction. Direction pour les 2 RCP, le 4.5 puis le 8.5. Il y a aussi l'option ampleur qui va, quant à elle, nous permettre de visualiser le signal du changement médian pour cet indicateur. Il y a plus de détails dans le document d'accompagnement, dans le document dans le guide de la classe sur c'est quoi exactement la direction, l'ampleur, la dispersion. Je n'en parle pas plus ici. Évidemment, après ça, on va sélectionner notre tronçon d'intérêt. Dans ce cas-ci, je ne sais pas trop où est-ce que je l'ai sélectionné. Je pense que je ne suis pas très loin dans ça. On va prendre le tronçon le plus proche du bassin versant d'intérêt ou de la place où il va y avoir le prélèvement.
On va avoir une infobulle qui s'affiche, qui nous fournit beaucoup d'informations, notamment des métadonnées, mais aussi un lien pour visualiser les données. On a appelé ça les données de quantile. On est conscient que c'est peut-être pas ce qui parle le plus, mais là, je vous en parle, que vous allez le savoir. Alors, les données nécessaires pour l'analyse vont être dans ce lien-là, qui nous amène sur le site web de Données Québec. Ça va nous amener à la bonne page préfiltrée pour notre indicateur d'intérêt et notre tronçon. Ce qui s'affiche, ça va être, pour ce tronçon-là, on va avoir 5 quantiles, soit le 10e, 25e, 50e, 75e et 90e percentile sur les rangées. Puis, on va avoir, pour la référence, en débit absolu, fait qu'en mètres cubes par seconde, c'est les débits journaliers pour cet indicateur-là. Fait que la référence, c'est les valeurs qui viennent du portrait. Puis ensuite, on va avoir pour chacun des 3 horizons temporels pour les 2 RCP, qui nous donnent les 6 autres colonnes. Dans notre cas, on voulait considérer l'horizon proche, fait qu'on va se focaliser sur les 2 premières colonnes. Puis, c'est important de mentionner, pour les 2 RCP, le 4.5 puis le 8.5, jusqu'au milieu du siècle, les différences sont minimes. C'est plus vers la fin du siècle que les 2 RCP divergent vraiment. Dans ce cas-ci, on voit qu'on a une diminution de l'ordre de 10% des débits d'étiage sur ce tronçon-là dans notre exemple fictif. Fait qu'on pourrait utiliser ces valeurs-là dans notre analyse. On peut aussi considérer les percentiles plus extrêmes si on veut faire une analyse plus conservatrice, par exemple, ou si on est plus sensible à l'incertitude. Dans le guide, il y a le diagramme qui est affiché ici qui permet de schématiser le cheminement de l'utilisateur en fonction de ses besoins, selon quel outil utiliser, les questions à se poser. Avec les flèches bleues, là, vous avez le chemin que je viens de parcourir pour cet exemple-ci, mais vous avez vraiment plus de détails puis d'autres exemples pour d'autres scénarios dans le guide. Je vous invite à les consulter au besoin. C'est ça qui met fin à ma présentation. J'aimerais revenir sur mes messages clés. Vous avez pu constater dans les faits saillants, le lien entre le réchauffement climatique et les débits n'est pas direct. Hein, ça dépend de qu'est-ce qu'on regarde comme variable, qu'est-ce qu'on regarde comme horizon temporel, ou est-ce qu'on regarde sur le territoire, ce ne sera pas les mêmes changements. Puis ça vient justifier l'utilisation d'outils comme l'Atlas pour prendre en compte toutes ces nuances-là, puis d'avoir la meilleure réponse pour éviter la maladaptation, puis avoir des outils résilients pour s'adapter au changement climatique, pour le volet hydrologie. Puis, j'espère vous avoir convaincu aussi de l'utilité des outils d'accompagnement comme le guide et le tutoriel pour votre utilisation de l'Atlas. On est vraiment fiers de l'Atlas, mais je tiens encore une fois à souligner que ce serait impossible comme travail sans les nombreux collaborateurs de l'équipe de l'hydroclimatologie. Puis on parle particulièrement des collègues de l'hydrométrie et du climat au ministère de l'Environnement de nombreuses universités, par exemple l'INRS, l'Université Laval, l'ETS, aussi le Calcul Québec, d'Ouranos évidemment, aussi ESRI et Données Québec qui ont collaboré. Et beaucoup d'autres mondes, je ne peux pas nommer tout le monde en participer, mais c'est vraiment un gros travail d'équipe qui est derrière l'Atlas. Et comme ça a été aussi dit par Raphaël, l'Atlas, c'est un processus itératif. On progresse par version. On est déjà dans la planification du prochain Atlas. On est super excités, mais je vais me retenir de spoiler les développements, mais il y a vraiment beaucoup de trucs super intéressants qui s'en viennent pour la prochaine version. Néanmoins, on est encore au début, fait qu'il est temps de nous donner des commentaires si vous en avez sur l'Atlas, s'il y a des choses que vous souhaitez qu'on améliore ou des besoins que vous avez qui ne semblent pas répondus par l'outil actuel. Vous pouvez le faire en nous écrivant directement ou via le sondage. Ursule a dit que ça prenait un petit 2 minutes à faire. Je vous confirme que ça prend moins d'1 minute. Je déteste les sondages. Je me suis assuré personnellement que ça prenait moins d'1 minute à répondre à ce sondage-là, mais c'est extrêmement utile pour vous. Il y a le lien qui est dans le chat. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. Je suis disponible pour les questions. Merci. Merci beaucoup, Charles. Donc, c'était une magnifique présentation. Pour moi, c'était vraiment une belle illustration aussi de tout le continuum de
la science, du climat, jusqu'à l'hydrologie, jusqu'à des contextes appliqués là, de prise de décision relatifs aux usagers, en illustrant bien aussi des documents d'accompagnement et de transfert des connaissances. Donc, merci là, tout le monde d'avoir mis la main à la pâte pour cette présentation. Donc, ça conclut la partie de présentation. Je vous invite à répondre au sondage qui va rester ouvert encore pour quelques jours. Charles, juste peut-être confirmer là, ton intention par rapport à ça. Mais sinon, c'est la période des questions. Alors, vous pouvez soit écrire dans le chat ou sinon ouvrir votre caméra, ouvrir votre micro et je suis là pour modérer la période des questions. Donc, j'en ai une première dans le chat. oui. Donc, Maxime Ouellet de la Direction générale des barrages qui nous dit « Bonjour, quelles sont les lois de distribution utilisées pour les indicateurs, les débits de crue de récurrence X multipliés par les années? Si plusieurs lois sont possibles, les informations sur la loi utilisée est-elle disponible? Merci. » Oui, c'est vite technique, puis j'ai fait un survol rapide, puis il y a des nuances entre la méthode qui est utilisée pour l'état de référence, puis pour le volet plus changement climatique. Parce qu'il n'y avait pas les mêmes enjeux de temps de calcul quand on faisait juste l'état de référence que quand on faisait les 1024 scénarios hydroclimatiques pour la prise en compte des changements. Alors, pour répondre brièvement, les 6 lois, on a la Gumbel, la GEV, la log normale à 3 paramètres, la Pearson, puis la log Pearson. Comme je disais, on a utilisé l'AICA pour venir pondérer ces lois-là. Il y a de l'information, nous, on a de l'information sur ces lois-là, sur les paramètres, sur comment on les a pondérés, mais c'est beaucoup de données, fait qu'on ne rend pas ça disponible sur le site web, mais vous pouvez nous écrire, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à vos besoins plus particuliers. Merci, Charles. Une question de Mme Caroline Thivierge. Certaines régions se développent rapidement. L'atlas hydroclimatique prend-il en compte l'occupation du sol via le modèle Hydrotel? Je ne suis pas familière avec ce modèle. Est-ce qu'il s'agit d'une donnée statique, photo à un moment X de l'utilisation du sol, par exemple, ou est-ce que cette donnée est mise à jour ponctuellement? A-t-elle un impact important sur la modélisation? C'est une excellente question. C'est super pertinent. On a des projets de recherche vraiment cool là-dessus. Ceux qui étaient au symposium Uranus aussi ont peut-être entendu la superbe conférence de Mme Nathalie en plénière sur cette question-là, plus générale de l'occupation du sol. La réponse simple, c'est que c'est une photo qu'on utilise dans le modèle hydrologique, puis on considère que c'est statique dans le temps, même en changement climatique. Et c'est une grosse hypothèse, on en est conscient. C'est compliqué à faire, c'est pour ça qu'on a des projets de recherche sur cette question-là. On veut essayer d'améliorer ça, mais c'est sûr que quand on parle de changement climatique, une partie d'incertitude qui vient des changements climatiques en tant que tels, mais il y a plein d'autres incertitudes aussi qui existent, dont celle des changements d'occupation du sol qui peuvent avoir des très gros impacts sur un bassin versant. Si on parle, par exemple, d'un tout petit bassin versant qu'on déforeste pour faire un champ, par exemple, pour être extrême, ben, ça va avoir plus d'impact sur les débits que l'impact de l'augmentation de température. Fait que oui, ça peut avoir un impact. Ça va être variable selon ce qu'on considère. En général, on est à l'aise avec cette hypothèse-là, mais on travaille pour améliorer ça pour les prochaines versions. Très bonne question. Merci. Une autre question de J. Garot. Je suis curieux d'en savoir plus par rapport aux 6 saveurs présentées dans la partie modélisation. Je ne suis pas certaine de comprendre ce qu'elles comprennent et comment elles se distinguent des 180 simulations. Oui. Il y a plus de détails à venir dans le rapport technique. Ce n'est pas quelque chose de si commun dans la pratique de faire ça, mais souvent pour les études d'impact des changements climatiques, ce qu'on va utiliser, c'est des modèles globaux conceptuels qui sont très simples à calibrer, qui sont très rapides pour faire des simulations. C'est possible de faire des calculs massifs et d'en utiliser plusieurs. Par exemple, dans mon projet de maîtrise, on avait une vingtaine de modèles conceptuels. On pouvait faire plein de simulations. Puis pour Hydrotel, c'est beaucoup plus lourd. On parle de plusieurs semaines pour faire les calibrations globales. Fait que c'était pas possible. Puis il y a beaucoup de temps aussi pour juste préparer les données puis préparer le modèle à la plateforme. Dans notre équipe, c'est beaucoup Martin Pierre
David qui a travaillé là-dessus, puis je le salue, puis je le remercie. Alors, pour les 6 plateformes hydrotels, ce qui a été fait, c'est qu'on a fait une première calibration où on a essayé de forcer différentes versions du même modèle à l'aide de la calibration. Puis, finalement, on est arrivé à des paramètres qui ne nous permettaient pas d'avoir une bonne diversité. Finalement, c'est avec un jugement d'expert sur une des saveurs calibrées qu'on est venu modifier, puis modifier certaines propriétés aussi dans la plateforme pour forcer cette diversité-là, mais toujours en évaluant la performance. Puis, comme je disais dans la présentation, l'idée derrière tout ça, c'est juste qu'on est conscient qu'il y a une grosse incertitude liée au choix du modèle hydrologique, par exemple à sa façon de représenter la fonte de la neige ou l'évapotranspiration. Fait qu'on va essayer d'avoir, par exemple, 2 formules d'évapotranspiration différentes pour ça. On a modifié les paramètres dans le modèle, on a modifié certains trucs au niveau, certaines données au niveau physiographique pour avoir cette diversité-là, mais tout en ayant une performance comparable. C'est ces 6 versions du modèle hydrologique qu'on va utiliser pour simuler les 180 scénarios climatiques. C'est ça qui va nous donner un gros ensemble de 1024 scénarios hydroclimatiques. J'espère que ça répond à la question, sinon ça va être plus clair dans le rapport technique. À surveiller. Prochaine question de Mme Lorraine Autiquissier. Bonjour. Dans l'Atlas, les indicateurs pour l'impact des changements climatiques sur les crues printanières, par exemple, ne sont pas disponibles pour le fleuve Saint-Laurent, la rivière des Outaouais, la rivière des Prairies, etc. Pour pouvoir revoir la délimitation des zones inondables en prenant en compte les changements climatiques, cette information serait, j'ajoute, très utile. Des études sont-elles prévues pour ces tronçons plus spécifiquement? Oui, pas dans le cadre de l'Atlas, dans le cadre des travaux d'InfoCru, plus largement dans la révision de la cartographie des zones inondables au Québec. Juste un mot. En fait, tous les exemples qui sont mentionnés là, c'est les rivières, le fleuve qui sont influencés, qui dépendent de la gestion. Puis c'est vraiment compliqué, le fleuve. Plus on fait la recherche, plus on est à plus on réalise à quel point c'est complexe. Puis il y a beaucoup de gens, collaboration qui sont nécessaires pour réussir à modéliser ces impacts-là. Fait que je ne m'avancerai pas plus, mais juste dire non, ce n'est pas inclus dans la classe, ça sera fort probablement pas inclus non plus dans la prochaine version de la classe, mais il y a des travaux en cours, principalement dans le cadre d'InfoCru au sein de notre direction sur ces questions-là. Merci pour la réponse. Je retiens quand même la piste potentielle là, de pointer les usagers vers les travaux en cours pour ces tronçons d'intérêt ou faire les ressources disponibles pour ces autres secteurs. Donc, ça semblait répondre aux questions qui sont dans le chat. Je vois une main qui est levée également de Viviana Musique. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. C'était vraiment excellent. J'ai une question par rapport à votre décision d'éviter une analyse non stationnaire, donc de regarder plutôt les séries de 30 ans que de 150 ans. Puis j'aimerais savoir c'est quoi la raison, en effet. Et est-ce que vous planifiez peut-être dans le futur de faire une analyse en se basant sur l'approche bayésienne que tu as mentionné aussi, que c'était à éviter? Il y a eu un projet super intéressant de l'Université Polytechnique sur cette question-là dans le cadre d'InfoCru avec l'équipe de Jonathan Jalbert. Entre autres, je sais qu'il y a aussi des travaux en cours du côté du Québec sur ces questions-là. C'est compliqué. J'ai essayé de simplifier un peu dans ma présentation cette partie-là de la méthodologie, mais même pour la méthode Atlas qui est relativement simple, c'est beaucoup plus complexe que ce que j'ai illustré. J'ai simplifié beaucoup de choses, mais la méthode bayésienne, c'est 2 autres coches de plus en termes de complexité, puis on y va par phase. Je ne le sais pas encore pour le prochain Atlas si c'est une méthode qui va être intégrée. Les travaux dont j'ai parlé de Jonathan Jalbert, c'est dans le contexte d'InfoCru. C'est venu, les résultats sont venus trop tard pour être utilisés pour la classe 2022. On va voir ce qu'il y en est pour la classe 2027. Ça fait partie des éléments qui sont sur la table, mais c'est la complexité est un des éléments majeurs comme frein à ça, parce qu'il faut qu'on soit capable de l'appliquer, mais aussi de la comprendre, puis de la communiquer assez bien sans trop déformer le message des statisticiens. Puis je suis un ingénieur, je ne suis pas un statisticien. Fait que j'aime les statistiques, mais c'est ça. C'est 2 coches de plus en termes de complexité. Oui, merci beaucoup.
Merci, Charles. Autre tour de table. Il nous reste encore un peu de temps. Si vous avez d'autres questions, des commentaires, de la rétroaction, avez-vous trouvé ce webinaire utile? Sinon, n'hésitez pas à nous écrire ou à les envoyer via l'adresse courriel qui est affichée ici. Parfait. Donc, la salle semble avoir atteint là, son optimum pour la journée. Donc, merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir été présents. On a atteint, j'ai vu là, près de 199 personnes en ligne, plus une dizaine de personnes dans la salle. Donc, merci d'avoir contribué à cet événement. Et c'est un rendez-vous pour les prochains webinaires Ouranos et vous trouverez cet enregistrement en ligne au cours des prochaines semaines. Donc, merci beaucoup à tous et à toutes et bonne journée. Joyeuses fêtes.